Merci, monsieur Poirot. Voilà, c'était un de ces jours maudits. J'étais allé faire une promenade à Mayfair. Je suis rentré chez moi avec une jambe en moins et un visage de monstre de cirque Barnum. Je vais vous raconter cette histoire. Il y a 2 ans, un dimanche après-midi, je m'étais arrêté pour souffler un peu devant le pied-à-terre londonien du millionnaire Gordon Claude. J'avais appris que Gordon venait de rentrer en Angleterre avec sa toute jeune épouse, une certaine Rosaline, une actrice irlandaise qu'il avait rencontrée et épousée à New York. Comme je ne l'avais jamais vue, j'espérais avoir la chance de l'apercevoir. Gordon avait invité son frère Jeremy, sa femme Frances, ainsi que le reste de la famille Claude, afin qu'ils puissent la leur présenter. Ah oui, Lionel... Écoutez bien ce que je dis. Eh bien, la présentation de Rosaline s'avéra bien plus explosive que chacun de nous ne l'avait imaginé. Passez pas là, monsieur. C'est dangereux. Mais c'est son choix. Quelqu'un de ma vie, Présentez cette fille. Du gaz. Un coup de fil anonyme avait signalé une odeur suspecte. Ça a soufflé toute la façade de la maison. Depuis l'intérieur, Gordon et une douzaine d'autres personnes ont été tuées sur le coup. La famille Claude se trouvait suffisamment loin de l'explosion pour s'en sortir indemne. Mais, par miracle, Rosaline aussi survécut. Soudain, elle sortit vivante de ce brasier. Elle était descendue à la cave choisir du vin avec son frère, un certain David Hunter. Pauvre Rosaline, veuve pour la seconde fois de sa vie à l'âge de 23 ans. Elle s'était donc mariée une première fois? Ah oui, un certain Robert Underhay, un de mes vieux complices. J'étais à l'armée avec lui, à Mombasa. D'où ma curiosité, vous comprenez? Quelque temps auparavant, le premier mari, Underhay, était décédé. Il a disparu. Dans la jungle. À jamais. Ah, Poirot, vous êtes là. Navré de vous avoir fait attendre. Porteur, Bonsoir. voulez-vous qu'on aille dîner? Oui. Major, Au revoir. Porter est un raseur impénitent avec l'éternelle histoire de mon frère Gordon. Il ne peut pas savoir que vous nous connaissiez, les Claude. la mort de Gordon a sûrement eu d'importantes répercussions sur la vie de toute la famille, non? Nous venons de passer 2 années assez intéressantes, financièrement. Quant à ma nièce, Lynn, Avez-vous de ces nouvelles? elle rentre bientôt, en Angleterre. Définitivement? Vous savez que votre nièce est une enfant pour laquelle j'éprouve beaucoup d'affection. Oh, ce n'est plus une enfant, elle est fiancée et va se marier. Non. Un de ses cousins, pour tout dire. Rollet, un fermier, un homme assez agréable. C'est un Claude. Lynn m'a prié de vous inviter à notre réception annuelle à Faro Bank. Vous y rencontrerez la veuve de Gordon. Bien, du bœuf, je le veux bien cuit. C'est comme ça qu'ils le font ici. Et puis, du pudding au raisin. Bien, monsieur. Maintenant, le vin. 2 verres de rouge de la réserve maison. Aline. Évidemment, nous étions tous abasourdis. Quelle surprise! Gordon, à son âge, qui décide de se marier. C'était d'un ridicule. C'est une jolie fille, j'imagine. Elle a surtout des yeux immenses, terriblement bleus et comme noircis avec de la suie. Je trouve qu'elle a l'air à moitié demeurée. Voyons, maman, tu n'es pas un homme. Et je ne crois pas que mon oncle l'ait pourchassé pour avoir quelqu'un de brillant à ses côtés. Je ne crois pas qu'il ait pourchassé cette fille, vois-tu. Je pense que c'est plutôt le contraire. N'importe quelle femme qui se serait trop approchée de Gordon aurait été traitée de croqueuse de diamants par la famille. Gordon était vraiment très généreux, chérie. Envers nous tous. Dis-moi, ça n'a pas beaucoup changé à Wormsley Vale depuis que je suis partie. Tout de même, en 4 ans, tu aurais pu faire réparer les robinets. Que des factures impayées? Après la mort de ton père, Gordy m'a pris à part et il m'a dit « Écoute, je ne veux pas que tu aies de problème d'argent. Tout ce qui concerne les frais de la maison, mets-les dans une enveloppe et envoie-le-moi. » Oui, tu as bien tout mis dans une enveloppe, mais ça fait une somme. Est-ce que tu te souviens qu'on ait fait une seule dépense inconsidérée ici? Est-ce que cette femme dont j'ai oublié le nom ne pouvait pas payer, sa veuve? Il aurait suffi qu'elle passe un chèque de temps en temps.
Il n'est pas possible. Franchement, je crois que Rosaline le ferait volontiers, mais sûrement pas son frère. C'est vraiment un sale individu, celui-là. Qu'est-ce que son frère a à voir dans cette affaire? C'est lui qui tient les rênes. Qu'est-ce que tu entends par tenir les rênes? C'est lui qui commande, il contrôle tout. Ses dépenses, tout ce qu'elle fait, ses conversations, si tant est qu'elle en est. Et il dirige Farobank comme si ça lui appartenait. En vérité, t'es tant et moi-même doutons fort que ce David Hunter soit le frère de Rosaline. Voilà, relais. Je crois bien que tu as grandi. Je t'assure que tu es plus grande que la dernière fois qu'on s'est vus. La dernière fois qu'on s'est vus, je n'étais qu'une enfant. Tu as vécu plus de choses que moi à présent. J'ai vu les ravages de la maladie du sommeil en Afrique. C'est effrayant. Ce n'est pas tout à fait ce à quoi tu pensais, un relais. Tu pensais, tout en m'embrassant, dire que je ne sais même pas si elle est encore vierge. Rosaline Claude. Tu n'es pas une Claude. Tu es une roulure, une sale petite traînée. Une traînée irlandaise. Et moi, qu'est-ce que je suis? Ils vont bientôt s'arrêter, petite sœur. Fais-moi confiance. Mon cher Georges, tout dans mon nouvel appartement m'enchante, et vous le savez. Toutefois, ce matin, un méchant courant d'air m'a importuné. Ah, et puis aussi, en ce qui concerne le rangement de mes livres sur les étagères... Je suis d'accord, monsieur. C'est inacceptable, ça n'arrivera plus. Merci. D'autres abominations, monsieur, ou je peux servir le petit déjeuner? Mon cher monsieur. Madame... Puis-je m'asseoir ici? Oui, Quel mobilier merveilleusement vieillot vous avez là. tout ici est un peu vieillot, madame. Ah, c'est faux, pas depuis que je suis arrivée. Bien, alors j'imagine que vous avez beaucoup de questions à me Je vous poser. prie de m'excuser, madame, mais qui êtes-vous? Madame Catherine Woodward. Alors c'est... La tante de Lynn, Adela, la mère de Lynn, et moi sommes les sœurs de Gordon Claude. Vous n'avez pas eu ma lettre. Et vous Premier savez, je- courrier, monsieur. Merci, Georges. Donnez. La voilà. Tenez, ouvrez-la. Merci, madame. Quand nous avons appris que vous veniez à Wormsley pour voir Lynn, je me suis dit, parfait, voilà l'homme qu'il nous faut. Voyez-vous, l'esprit de lumière s'est montré particulièrement ouvert au sujet de Robert Underhay, le premier mari de la veuve de Gordon. Cet esprit parle pour les morts. Oui, bien sûr. C'est un très grand esprit, extrêmement Parce qu'il fiable. se manifeste dans vos séances, madame, ou à cause de l'acuité de son intelligence? Les deux. Voilà ce qu'il me dit. Underhay est toujours dans le monde des vivants. Très bien, madame Woodward. De quelle manière pensez-vous que Poirot puisse vous aider dans cette affaire? Vous devez le retrouver. Ce Underhay se trouve bien quelque part. Ah, je regrette infiniment, madame, mais il s'agit là d'une mission que Poirot n'est pas en mesure d'accepter. Mais vous ne voyez pas ce que ça implique? Cette femme, Rosaline, n'avait pas le droit d'épouser mon frère. Elle est bigame. Voilà ce qu'il nous faut prouver, monsieur. Sinon, l'héritage de la famille est définitivement perdu. Cette affreuse petite rapace enfonce ses griffes dans la fortune de Gordon, mais on ne va pas se laisser faire. Merci. Madame Ledbetter. Monsieur le comte. Comment savez-vous que je m'appelle Ledbetter? J'ai déjà eu le plaisir de faire votre connaissance, madame, lors de mes précédents séjours dans cet établissement. Hercule Poirot. Vous avez tué quoi? Bienvenue à Wonsley-Vale. Monsieur Poirot, je vous prie de m'excuser, j'étais en pleine conversation téléphonique. C'est un étranger, Béatrice. Vous vous souvenez de Madame Ledbetter, ainsi que du comte Bismarck? Ce sont des pensionnaires.
Naturellement. Inutile de leur dire pourquoi vous êtes là. Je vais vous conduire à votre chambre. Merci. Comte Bismarck. Je n'y arrive pas, rien à faire. Allons, laisse-moi t'aider. Quoi? Chérie, mais que se passe-t-il? Je crois que tu n'as pas fait une bonne affaire avec moi, Frances. Reste où tu es, je t'en prie. Si tu t'approches de moi, je ne pourrai peut-être pas continuer. Oh, bon sang! Cette histoire va me coûter cher et elle va me pourrir la vie. C'est une jeune fille? Oh Seigneur, ne me dis pas que c'est Edna, la nouvelle bonne aux doigts boutinés. Je ne le supporterai pas. Est-ce que c'est Ça un n'a garçon? rien à voir avec ça. C'est un ennui professionnel. Voilà. Financier. Ton affaire ne tourne pas rond? Nous sommes au bord de la faillite? Tu sais bien que je ne m'intéresse absolument pas à l'argent et qu'il m'ennuie prodigieusement. Tu aimerais mieux que je te pose des questions. Fais-moi oui ou non de la tête. Et à qui appartenait cet argent? Il était à nous? C'était celui des actionnaires. Il a disparu beaucoup d'argent? Les retraites. Tu as dépensé l'argent des pensions. Jeremy, mon père était un baronnet, un escroc de la pire espèce qui vivait au crochet des gens. Mon frère Charles en était un aussi. Quand je pense à mon enfance, j'ai autant de souvenirs de dîners dans les palaces que de déménagements à la cloche de bois la nuit pour échapper aux huissiers. Si on hypothéquait la maison... Je vois, tu l'as déjà hypothéquée. Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen, il faut taper quelqu'un. Un millionnaire. Alors, on va voir si je suis bien la digne fille de mon père. Pauvre vieux château de Farobank. Je n'ai jamais rien vu de plus vulgaire de toute ma vie. J'ai l'impression d'aller à une orgie. Cet endroit reste vide toute l'année et ne reprend vie que lors de rares réceptions. Ah mon Dieu, le pire exemple de folie de mauvais goût qu'on puisse imaginer. Je suis d'accord, mais tu ne disais pas ça quand mon oncle Gordon était encore en vie. L'esprit de lumière ne transige pas. Je vois, c'est très utile. Et sur quel sujet À propos de particulièrement? Robert Underhay. Qui d'autre? Le premier mari de Rosaline. L'esprit a toujours raison et il est catégorique. Underhay est toujours en vie et j'ai peur pour Rosaline. Elle a commis le péché de bigamie. Quand Rosaline décédera, son âme ira brûler en enfer pour l'éternité. L'esprit en est absolument persuadé. Tante Cathy, si jamais tu tiens un de ces propos stupides ce soir, je serais vraiment très fâchée contre toi. Petite collation. Merci. Alors, vous êtes venu finalement? Ah, la voilà. Non, je ne dois pas, merci. Je vous ai vu au passé. Oui, on a passé une très bonne soirée. Intéressant. Je suis devenu sage. Je ne sais que... Enfin, c'est pas un truc. Faites attention à ce que vous dites, c'est jamais ça. Est-ce que vous la ressentez? Quoi? La haine du clan? J'imagine que vous êtes David Hunter. Et vous, Lynn, l'enfant prodigue? En quelque sorte. Qu'est-ce que les Claude haïssent? Moi. Et puis ma sœur. Mais moi principalement. Car c'est moi qui tiens les cordons de la bourse bien serrés quand votre clan se trouve dans les parages. Quel est le terme le plus approprié pour définir une tribu de Claude qui ne peut plus exploiter le filet? Je ne sais pas du tout. Une non-existence. Une non-existence de Claude. C'est le terme, oui. Savez-vous qui a dit qu'une femme sans homme était comme un poisson? Pour quelle raison vous mariez-vous à Rowley? C'est une brute et un raseur. Regardez-le. Il nous lance des regards du coin de l'œil. Il a peur de ce que je pourrais vous dire. Et il a raison. Votre sœur, Rosaline. Parlez-moi d'elle. Eh bien, ce n'est pas une lumière. Ce dont vous pouvez vous rendre compte vous-même.
Vous êtes comme moi. Vous voyez absolument tout. Vous faites erreur, je ne suis pas du tout comme vous, monsieur Hunter. Mon cher David, vous êtes bel homme, mais vous devez un peu vous étoffer. Vous devez à tout prix goûter ça. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont fourrés de poison? Quoi? Rosaline, j'aimerais vous voir une seconde. C'est Cathy, toujours aussi excitée. Ce sont ces séances de spiritisme qui lui troublent le cerveau. Comme il n'y a pas de façon élégante de le dire, je vais être très directe. Jeremy s'est mis dans le pétrin. Je ne vais pas vous assommer avec des détails, mais une importante somme d'argent qui n'était pas tout à fait à lui vient de s'égarer. Vous trouvez ça embarrassant, Rosaline? Imaginez ce que je ressens. Quelle somme d'argent vous faudrait-il? Mais s'occuper de la gestion de tout un hôpital au cœur de la jungle africaine, voilà qui implique de lourdes responsabilités, non? Toutes vos lettres m'ont été d'un grand soutien. C'est la pure vérité. À vrai dire, elles m'ont encouragée. J'étais très ami avec votre père. Je lui avais promis de suivre de près le parcours que vous feriez dans la vie. Cependant, il ignorait bien sûr que votre parcours vous emmènerait à des milliers de kilomètres d'ici. Votre père serait vraiment très fier de vous, mademoiselle. Extrêmement fier. Rosaline, je suis tout à fait consciente, ma chère, que vous avez sauvé mon mariage. Je consacrerai le restant de ma vie sur cette terre à veiller à ce que vous soyez heureuse et épanouie. Et bienvenue à Wormsley Vale. Bravo, félicitations. Bravo. Tu as raison, Rosaline, elle peut te donner de précieux conseils. C'est une vraie pro, cette femme est une actrice née. Je vous prie de m'excuser. Partez pas si vite. Discutons plutôt de l'incarnation d'un personnage, de motivation, d'intrigue. Vous me barrez le chemin. Mais bien sûr, parce que j'ai l'intention dans cette scène de vous empêcher de prendre la fuite avant de vous avoir posé la question suivante. Elle a donné combien? Alors, combien? Quel que soit ce qui ait pu se passer entre elle et moi, ça ne vous regarde absolument pas. Vous faites là une déclaration à la fois idiote et mensongère. Et si jamais je vous entends redire ça, je serai très désagréable envers vous, Frances. Et vous n'aimerez pas ça. Alors, combien? Votre sœur a jugé bon de me faire un prêt de 10 000 livres sur son propre argent. Oh, vous n'oubliez aucun détail. Il s'agirait donc d'un prêt et non d'un don. Je vous rembourserai le tout dès que l'occasion se présentera. Donc c'est tout de suite. Rendez-lui ce chèque ou elle devra l'annuler. Ça ne plaira pas au directeur de la banque et ça fera mauvaise impression. Mais à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Non, non. Comme vous l'avez dit si justement, il ne s'agit pas de mon argent, c'est celui de ma sœur. Alors rendez-le lui tout de suite. Je suis vraiment désolée. Oh, ce n'est pas grave, ma chère. Jamais je n'oublierai la gentillesse que vous m'avez témoignée. Pas plus, David, que je n'oublierai votre attitude. Ça ne fait rien, Frances. Peu importe. Cette soirée a été des plus surprenantes. Bonne nuit, Rollet. Bonne nuit, Adela. Ne tarde pas trop, chérie. Alors, tu as vu ce David Hunter? Ce n'est pas du tout mon genre. Donc, la réponse à la question que tu m'as posée aujourd'hui, Mais quelle question, Lynn? Oh non, non, je n'ai jamais pensé un instant. c'est oui. Oui, je suis toujours vierge.
Pas parce que j'ai manqué de prétendants, mais parce que je n'ai jamais oublié que j'étais amoureuse de toi et toi de moi, et que nous avons rendez-vous avec le pasteur. Quel jour exactement, Rollet? Tu en as une idée? Oh, Lynn. Je veux rentrer chez moi. Mon vrai chez moi. Je te l'ai déjà dit, je ne peux pas vendre la maison avant que les droits de succession ne soient réglés. Ce qui sera bientôt fait, mais jusque-là, profite de l'inconfort de ta nouvelle famille. De sales parasites, tous autant qu'ils sont. Qui ont eu la vie trop facile pendant trop longtemps. Il est temps maintenant qu'ils se débrouillent seuls sans que Gordy chéri leur distribue de l'argent comme des confettis. Je sens qu'ils me haïssent. C'est vrai qu'ils te haïssent, Serette. Il faut juste que tu apprennes à l'encaisser. David. Encaisse. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce que tu voudras, David. Ce qui veut dire exactement. Me faire du bien, David. Puisque tel est ton choix. Ce sera comme tu voudras. Expédition perdue en Amazonie, recherche d'Hunterey abandonnée. L'expédition conduite par le célèbre explorateur Robert Hunterey. Explosion de gaz à Mayfair. On redoute de nombreuses victimes. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez me dire où se trouve Faro Bank? Oui. Tu fais ça avec ton frère, avoue. Mais qui êtes-vous? Vous êtes qui? Tu pourrais faire l'amour avec un cadavre. Qui était-ce? Encore? Tu as ouvert des lettres? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un l'a apporté? Je n'ai rien ouvert. Tu as vu qui l'avait apporté? Pourtant tu passes assez de temps à regarder par la fenêtre. Je peux partir maintenant? Non. Oui, en fait, oui, tu dois aller à Londres. Allez, va chercher le chauffeur. Vite! Monsieur Hunter, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, il y a un de vos clients qui m'a invité à venir le voir chez vous aujourd'hui. Entrez. Auriez-vous besoin de quelque chose, monsieur Arden? Non, merci. Et vous, Hunter? Je crois que nous n'avons besoin de rien. Venez me voir cet après-midi, je vous apprendrai quelque chose qui ne manque pas d'intérêt concernant le mari de votre petite sœur, Rosaline. Il n'est pas précisé quel mari. Mon vieux, il n'y a jamais eu qu'un mari. Robert Hunterey. Écoutez-moi bien. Vous me déballez tout ce que vous avez à me dire, monsieur Arden. Sinon, vous allez vous retrouver sur le trottoir sur votre joli petit derrière. Où est mon vieux?
Je crains que ce vieil Underhay ne soit bien mal en point. On n'est pas en bon état quand on est décédé depuis plusieurs années. Il lui faut une surveillance médicale en permanence. Seulement tout cela peut coûter vraiment cher. Ça y est. Il est prononcé. C'est justement le mot que j'attendais. Alors dites-moi, où est-ce que toutes ces malheureuses dépenses ont lieu exactement? Ça, c'est une information que je me refuse à révéler au Cloud. Mais bien sûr, si votre sœur n'était pas en mesure de contribuer aux frais du traitement de mon cher ami Robert Underhay, je serais forcé de mener toute la famille Cloud jusqu'à lui. Naturellement. Dans son intérêt à lui. C'est ce que je vois. Mais vous n'avez jamais rencontré Underhay, n'est-ce pas? Peut-être que je devrais me passer de l'intermédiaire et parler moi-même à Rosaline. Alors, que pensez-vous de ça? Je crois qu'il vaut mieux essayer de ne pas trop causer de chagrin aux dames. Ce sera 20 000 livres, en liquide uniquement. Prenez donc un peu de temps pour réfléchir et revenez quand vous aurez pris votre décision. Cet établissement, Béatrice Lippincott, est un repère de personnes lascives ainsi que perverses. Éloignez-vous de cette porte. Ah, ne vous excitez pas, j'arrive. Oh, pas si vite, pas si vite. Je ne comprends rien. Oui, j'ai vu cet homme-là près de la ferme, avec un feutre sur la tête. Non, c'est vrai? Attendez, peut-être que c'est... Bon sang, vous êtes sûr qu'il a prononcé le nom de Underhay? Est-ce que ce type est toujours là? Oui? Et Hunter est sorti? Et comment? Bien sûr, je viens le voir immédiatement et avec Jeremy. Alors, je passe le prendre et on arrive. C'est Rowley. Il veut te voir. Il est très agité. Oh, celui-là. Venez dans les appartements, monsieur Rowley. je ne sais pas. On sera plus à l'aise. Je suis absolument sûre de ce que j'ai entendu. Et David? Écoute-moi, ne dis rien. Appelle la banque et dis-leur que tu veux retirer aujourd'hui 20 000 livres. Je viendrai ce soir les chercher. Parce qu'un homme s'est pointé et menace d'amener Robert Underhay ici, vivant. Il se peut que ce soit Robert Underhay, je ne l'ai pas rencontré, moi, quand tu l'avais poussé. Écoute, ça ne sert à rien de me bombarder de questions, c'est tout réfléchi, nous n'avons pas le choix cette fois. Notre avenir dépend de ça. À présent, tout dépend de ça. Alors appelle la banque. T'es une bonne fille. Elle vous hypnotise. Elle vous plaît. On l'appelle la lune de la chasse. Une lune à laquelle se pendre. Vous me glacez le sang. Vous êtes chez moi ici. Je vous demande pardon. Que venez-vous faire? C'est banal, mais j'essaye d'attraper un train. Celui de 7h02 qui va à Londres, si vous voulez savoir. Vous vous êtes trompé de chemin. Ce chemin me mène à vous.
est-ce que vous pensiez? À l'instant, toute seule ici. Le regard perdu dans le ciel. Ne préparez pas votre réponse. Sincèrement. Je pensais... Je ne sais pas du tout. Je pensais à cette sensation horrible de dériver. Savez-vous ce qui m'excite particulièrement chez une femme? C'est ce léger frémissement si rare, au moment où elle dit la vérité. Pas ici. Je dois aller prendre mon train. Ma sœur est à Londres et elle m'attend ce soir. Je vous téléphonerai dès mon arrivée. À la minute où j'arriverai. Rentrez chez votre mère. « 1768 139. J'ai un appel de Londres. Allô? Allô? C'est moi. Vous pouvez parler? J'en suis pas sûre. Je peux écouter. David? Vous devez épouser Rowley, Claude. Et au plus vite. Oubliez-moi. Quant à moi, je ferai en sorte de vous oublier. David, ce n'est pas sérieux. Vous et moi, on se déchirerait à coup sûr. On se détruirait l'un l'autre. Vous me mentez, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi vous me mentez comme ça? Je vous détruirai, c'est sûr. C'est dans ma nature, Lynn, de profaner tout ce qui m'est cher. Et je vous aime trop pour vous infliger ça. Monsieur Arden, vous êtes présentable? Petit déjeuner. J'ai gardé mes gants de jardinage. Oh, mademoiselle, je crois qu'il est important que nous nous fassions nos adieux en toute simplicité, sans trop de cérémonie. Ah, vous voyez? Vous avez l'air d'être plus heureuse ce matin. Non, c'est tout le contraire. Mais je vois les choses plus clairement, ce qui m'est utile. C'est une bonne chose. Je crois savoir que les Anglais aiment surtout ce qui est utile. Monsieur, un homme qui se fait appeler Enoch Arden s'est fait assassiner hier soir à l'auberge. Je crois que c'était Robert Underhay. Excusez-moi, monsieur, mais nous avons besoin de votre aide. Venez tout de suite, je vous en supplie. C'est une chance en tout cas que vous soyez là. Vous pourrez me montrer comment vous vous y prenez pour résoudre les énigmes. Je suis le commissaire Spence. Monsieur le commissaire. Et en plus, je crois que vous connaissez bien les Claude. En quoi serait-ce un plus, commissaire? Drôle de bande. Ce sera pratique d'avoir quelqu'un à l'intérieur. Docteur Lionel, entrez donc. Monsieur Poirot. Ah, voilà. Mon patient, je présume. Savez-vous que cette bavarde de Lippincott raconte à tout le monde qu'il s'agit d'un suicide? Cette chère Béatrice. Ah, ce n'est pas la façon la plus efficace de se donner la mort que de s'enfoncer l'arrière du crâne avec une paire de pincettes.
Alors, pour ce qui est de l'heure du décès, à mon avis, entre 18 et 21h30 hier soir. Oui, je suis d'accord. J'en suis très flatté. Et Béatrice a entendu Arden à 20h30, ce qui nous permet de faire une estimation plus précise. Bon, je vais vous remplir le certificat, mais si ça ne vous dérange pas, je vais vous quitter. J'ai d'autres patients à voir qui, à l'inverse de ce malheureux, peuvent payer leur traitement. Monsieur Claude, vous êtes là, c'est parfait. Est-ce que ceci vous appartient? Je l'ai trouvé là-haut, dans la chambre. Je n'aime pas les couleurs aussi voyantes. Vous avez raison. Ça va plutôt aux brunes, ces rouges-là. Il a dû recevoir une femme là-haut. Bien. Où est-ce qu'on en était? Vous étiez là-haut, près du cadavre, et moi ici, et on m'a traité comme si je l'avais tué. Vous l'avez tué? Pas du tout. Je vous ai dit que Béatrice m'avait appelé pour me dire qu'elle avait entendu Arden hier soir réclamer une énorme somme d'argent à Hunter. J'ai pensé qu'il fallait que je vienne voir ce type. Donc, vous êtes tout de suite venu voir ce type? Vous ne l'auriez pas fait? Que vous a-t-il dit à vous, cet Arden? À vrai dire, il n'a pas eu l'air très surpris. En fait, il a tenté de me faire chanter moi aussi. Combien la famille paierait pour avoir la preuve qu'Underhay était encore en vie, mais à ce moment-là, j'ai disjoncté. Je lui ai dit que si Underhay était Je vous prie vivant, de nous m'excuser, étions autant... mais qu'entendez-vous par disjoncté? Ça veut dire que monsieur s'est mis... Je me suis mis en colère, merci beaucoup. Je lui ai dit que si Underhay était toujours en vie, on était tout à fait capable d'établir ce fait par nous-mêmes, ce qui est faux, bien sûr. C'est pour ça que je suis venu vous voir. À quelle heure exactement avez-vous disjoncté, monsieur Cloud? Aucune idée, je ne me souviens pas. Demandez à Béa. C'est fait. Elle m'a dit à 18h30. C'est que ça s'est passé à ce moment-là. J'imagine que Béa vous a aussi dit que Hunter était revenu juste après mon départ, ce qui fait que c'est la dernière personne à avoir vu Arden vivant. Bon, eh bien, nous allons devoir parler à monsieur Hunter et à sa sœur. Oh, ils sont à Londres. Ah, non. Commissaire, voulez-vous avoir l'obligeance de leur téléphoner pour les inviter à venir d'urgence cet après-midi à mon appartement? Je vais aller chercher une voiture. Merci. Je vous en prie. Ah, Georges, les invités, monsieur Hunter et madame Claude, sont arrivés, monsieur. Parfait. Monsieur. Plaît-il? Ah, oui, merci. Ils se sont installés au salon. Très beau tableau. Poirot, que tu connais déjà. Madame. Et à en juger par cette jolie paire de chaussures bon marché, vous êtes policier? Je suis le commissaire Harold Spence. Oh, le commissaire Harold Spence. C'est très gentil à vous deux d'être venus aussi rapidement. Écoutez, Poirot, vous avez peut-être le temps de bavarder, mais Harold, lui, il travaille. Et les bavardages m'ennuient. Que se passe-t-il? Enoch Arden est décédé. Voilà qui est passionnant, Harold. Poursuivez. Vous connaissiez l'homme dont je parle. Et vous n'êtes pas surpris d'apprendre qu'il est mort. Ça, c'est bien résumé, en effet. Vous êtes sur l'affaire? Non, monsieur le commissaire recherche le meurtrier. Et Hercule Poirot est à la recherche de Robert Underhay. Mais les informations recueillies nous seront utiles à tous les deux. Vous ne niez pas avoir discuté de Underhay avec cet homme qui se fait appeler Arden. Je n'ai pas eu l'occasion de nier quoi que ce soit, Harold. Je vous signale que c'est vous qui parlez tout le temps. Mais Robert est décédé. Juste pour la forme, monsieur Hunter. Pourquoi ne me dites-vous pas vous étiez hier entre 18h et 21h? Et juste pour la forme, Harold, pourquoi est-ce que je vous le dirais? Eh bien parce qu'un refus de coopérer vous compromettrait. Ça ne pourrait me compromettre que si j'avais réellement commis ce crime. Il n'est pas très brillant, qu'en dites-vous? Vous devriez travailler seul. Monsieur Hunter, que voulait Arden au juste? Il est de mon devoir, Poirot, d'intercepter et de détruire toute manœuvre qui pourrait délester ma sœur de sa fortune. Et Dieu sait si j'ai entendu parler de pauvreté et de privation, surtout par les Claude. Mais se servir d'Underhay pour me faire chanter, ça c'est le bouquet. Franchement, j'étais impatient de voir quelle sorte d'Underhay ce type allait me présenter parce qu'il ne pouvait pas être vivant. Quoi qu'il en soit, pour protéger ma sœur, j'ai décidé de payer ce maître chanteur. À quoi bon rouvrir de vieilles blessures, hein? Béatrice Lippincott dit que vous êtes retourné voir Arden une deuxième fois hier soir. Pour quelle raison? Pour lui dire qu'il aurait bientôt son argent. Quand je l'ai vu la deuxième fois, il était encore en vie. Madame Claude, cet homme, cet Arden, prétendait qu'il connaissait votre premier mari, Robert Underhay. Alors, serait-il possible que vous l'ayez connu autrefois, peut-être sous un autre nom? Alors, si vous vouliez bien avoir la gentillesse... Non, pas si vite, Poirot.
Il n'est pas question qu'Harold emmène ma sœur examiner un maudit cadavre amoché. Pourquoi amoché, monsieur? Bien, dans ce cas. Mais tu ne vois donc pas ce qu'ils essaient d'insinuer? Ils disent que ce cadavre pourrait être celui de Robert. Je dois aller vérifier par moi-même. J'en ai le droit, non? David, je t'en supplie. Excusez-moi, mais je ne crois pas à ce genre d'exercice. Étant donné les circonstances, pourrait-elle reconnaître le corps comme étant celui d'Underhead? Oh, s'il vous plaît. Oui, merci infiniment, commissaire. Oui, oui, vous m'avez rendu un grand service. Au revoir. L'après-midi du meurtre, Rosalind Claude a appelé son banquier pour le prévenir qu'elle ferait un retrait de 20 000 livres en espèces. Grand Dieu, c'est bon, cette fois on le tient. Vous pensez que ça peut être retenu contre David Hunter? Hunter lui a fait faire ça parce qu'il avait décidé de payer. Oui, ça ne fait aucun doute, c'est bien une preuve. Non, ça prouve simplement qu'il y a eu chantage. Mais ça ne prouve pas qu'il ait eu l'intention de commettre un crime. Il faut choisir, il ne faut pas dire n'importe quoi. Soit M. Hunter se préparait à payer, soit il se préparait à l'assassiner. Me suis-je bien fait comprendre? Dans toute cette affaire, rien, vous entendez, rien ne colle véritablement. Et plus particulièrement, le défunt pose un problème. Enoch Arden. Ce n'est même pas une anagramme. Non, c'est un personnage de Tennyson. Je me suis renseigné. Un type s'en va et quand il revient, sa femme s'est remariée et la maison est vide. Mais j'ai oublié ce qu'il faisait ensuite. Ce qu'il vous faut, Monsieur Claude, c'est un témoin indépendant qui n'ait aucun lien avec la famille, qui ait connu Robert Underhay et qui, en voyant le cadavre, pourrait me dire « Oui, c'est bien Robert Underhay » ou « Non, ce n'est pas lui ». Ce n'est que de cette manière que vous obtiendrez la vérité. Bien sûr, c'est évident, mais où voulez-vous trouver un témoin aussi exceptionnel? Alors, Monsieur Claude, avez-vous, oui ou non, fait appel au service du plus grand détective du monde? Venez, je vais vous présenter ce témoin exceptionnel. Major Porter, je vous salue. Vous n'auriez pas de cigarette sur vous, Monsieur Poirot. Je m'aperçois que mes munitions sont épuisées. Bien sûr, voyons. C'est trop gentil. Lynn, tu ne comprends donc pas. Si ce porteur reconnaît le corps comme étant celui du mari de Rosaline, ça veut dire qu'il était toujours son mari. Elle est coupable de bigamie vu qu'elle s'est remariée à Gordon. Ça signifie que le testament de Gordon est toujours valable. Oui, c'est ça. Ce qui veut dire qu'il revient un quart de tous les biens à Jeremy, un quart à Cathy, un quart à ta mère et un quart à moi. Si on se dépêche d'engager les poursuites, on aura l'argent dans la poche dans 1 an environ. Je ne veux pas te faire vivre dans une porcherie. Ta vie a été dure en Afrique. Et puis, j'ai eu mon compte ici, moi aussi. Mais que vont-ils faire? Qui donc? Rosaline et David. Tu es d'une grande bonté. Et je sais que ça ne va pas te réjouir, mais il faut que je te dise quelque chose. À mon avis, David Hunter va être pendu. Et je paierai cher pour voir ce gars au bout d'une corde. Lynn! Lynn! Ce n'est pas moi qui ai fait ça. On sait tous les deux que je pourrais arriver à t'en convaincre. Mais je veux que tu le crois en toute liberté. Parce que c'est la vérité. C'est inouï qu'on ait dû revenir dans ce lieu cauchemardesque. Ils sont obligés de faire une enquête, Rosaline. Ça ne va durer qu'une journée. Ils vont tout découvrir. Toute ma vie. Rien ne sera découvert. Parce que rien ne sortira de ces jolies lèvres qui ne soit d'abord sorti de là. Et voilà pourquoi tout va très bien se passer. Allez, viens. J'ai quelque chose pour toi.
Je vous remercie. Je vous remercie. Suivant. J'appelle David Hunter. Tu as vu, il ne bouge pas. Monsieur Hunter, vous avez reçu une lettre du défunt qui vous priait de venir le voir à l'auberge du Cerf. Oui. Est-ce que vous avez conservé cette lettre? Non. Parce que je ne vois pas l'intérêt de garder un message qu'on n'a pas réclamé. Et vous? Croyez-vous qu'il soit raisonnable qu'un homme dans votre situation adopte un ton aussi insolent? Qu'entendez-vous par votre situation? Je n'ai jamais eu de situation de ma vie, monsieur. Ceci n'est pas judicieux de votre part, monsieur Hunter. Nous tentons aujourd'hui d'établir la cause du décès d'une personne qui vous a adressé à... Justement, c'est absurde. Ça, vous l'avez déjà fait. Un objet très pesant, son crâne, et bang! Qui que soit cet homme, il est mort. Quelqu'un l'a tué. Mais vous n'êtes pas mandaté pour spéculer sur cette affaire et vous n'avez pas le droit de harceler les témoins. Contentez-vous de faire de la figuration. Mais de toute évidence, puisque vous êtes fasciné par la vie de personnes bien plus intéressantes que vous-même, je vais vous éclairer sur ce point. Quand ce meurtre a été commis à l'auberge du Cerf, j'étais à un autre endroit. Une dame peut d'ailleurs garantir la véracité de mes propos. Et est-ce que cette dame a un nom? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas moi qui vous l'apprendrai. J'appelle le Major Porter. Major, est-il vrai que vous avez été chargé de procéder à une reconnaissance du corps? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez pu identifier l'homme que vous avez vu? Absolument, monsieur. Vous avez l'air bien sûr de vous, Major. Il n'y a vraiment pas l'ombre d'un doute, monsieur. L'homme que j'ai vu était bien Bobby Underhead. Oui. Alors, Madame Claude, le Major Porter a identifié la victime comme étant Robert Underhead. Il a dit, il n'y a vraiment pas l'ombre d'un doute. Que répondez-vous à ça? Je dis que le Major fait erreur. Pourtant, il est catégorique. Le Major a servi avec Underhead à Mombasa. Il a mangé avec lui et puis défilé avec lui. Le Major connaissait si bien mon ex-mari. Alors pourquoi Robert n'a jamais désiré me le présenter? Et moi, tous les matins, pendant 2 ans, j'ai observé Robert Underhead dans son bain. Je l'ai écouté fredonner ton petit bébé a disparu dans le trou de la baignoire. J'ai dormi à ses côtés dans son lit. Le Major Porter, est-ce qu'il a fait ça? J'étais très amoureuse de Robert. Je le connaissais bien. Quand il est décédé, j'ai vécu un cauchemar. Ça dépasse l'entendement qu'on puisse insinuer qu'il est à nouveau vivant et qu'il est revenu du fin fond de l'Afrique jusqu'à Wormsley Vale et que je ne le reconnaisse même pas. Elle a du cran, cette Rosaline. Et par-dessus le marché, quelqu'un la harcèle au téléphone. On l'insulte. Quelqu'un contrefait sa voix. Je ne vois pas comment empêcher ça. Commissaire, s'il vous plaît, j'aimerais que vous m'apportiez une précision. Quand M. Hunter prétend haut et fort qu'il n'a pas de situation, est-ce que cela veut dire qu'il est rentier ou bien qu'il se considère comme tel? Probablement. Cependant, son vrai métier, c'est de construire des routes. Comment ça, il est terrassier, cet homme-là? Non, non, il est ingénieur. Du moins, il était jusqu'à ce que sa sœur touche le gros lot. Des tunnels sous des montagnes, ce genre de choses. C'est un expert. Voilà une information extrêmement passionnante. Quel que soit son métier, il aura de gros ennuis si cette dame ne vient pas témoigner en sa faveur. Il y est qu'au presto, je finirai par le coincer. Et il sera condamné à la corde. Une petite pastille? Non. Quoi, non? J'ai toujours eu des doutes. Maintenant, j'en ai la quasi-certitude. Ce n'est pas... J'espère qu'on y arrivera. Monsieur, vous avez une minute? Oui.
Rebecca, c'est un peu déplacé de vous parler à côté de ces tombes. Je ne vois pas ce qu'on va faire maintenant. Je vous ai demandé de retrouver Underhay et en ce qui me concerne, enfin en ce qui nous concerne, vous l'avez retrouvé. Oui. À présent, il ne reste plus qu'à le prouver au tribunal. Sachez que Rowley se fait du souci, monsieur. Il craint que l'argent qui vous était réservé ne parte maintenant en frais d'avocat. Oh, dans ce cas, Poirot ne recevra pas d'honoraires. Ce sera mon cadeau de mariage. Oh, c'est très gentil à vous, monsieur. Hein, chérie, c'est trop gentil. Merci Monsieur infiniment. Poirot, vois-tu, c'est toujours ce dont les gens ont besoin. Même si les gens ne le savent pas eux-mêmes. D'après mon expérience, mademoiselle, ils savent toujours ce dont ils ont besoin, mais quelquefois, ils refusent de le reconnaître. Excusez-moi. Savez-vous que lorsqu'on enterre un prêtre, on le met toujours face à ses paroissiens? Et vous savez pourquoi? Parce que le jour du jugement dernier, quand les morts seront ressuscités, il pourra les accueillir et leur faire franchir les portes du paradis. C'est une merveilleuse idée, non? Je n'irai pas au paradis. Ah, il ne faut pas dire ce genre de choses. Le désespoir est un péché. Je suis exclue de la miséricorde de Dieu. Dites pas de sottises. Personne n'est exclu de la miséricorde de Dieu. Jamais. J'ai essayé de prier. Et je m'asphyxie. J'ai l'impression d'étouffer. Allons, Dieu est patient. Je ne suis qu'une fille de la campagne. J'ai jamais souhaité tout ça. Ah, Sainte Mère et tous les saints, monsieur. Je suis qu'une sale petite ordure. Vous avez menti alors. L'homme que vous avez vu était Robert Underhay. Pas du tout, Votre non. frère l'a tué. C'est faux. C'est ce que croit la police. Je ne suis pas votre ennemi, madame. Et je pense pouvoir vous aider. Si vous me laissez faire. C'est David. J'ai besoin de David. Vous feriez mieux d'avouer, je vous dis que ce n'est pas moi. David. Mais dans quel état es-tu? Il y a eu une émeute à l'église? Oh. Monsieur et moi, nous sommes devenus un couple inséparable. Alors, monsieur Hunter. Non. David, il faut que ça s'arrête maintenant. Je t'en supplie, David. Allons, ça ne fait que commencer. Allons-y, je vous prie. Monsieur, j'espérais votre visite. J'aurais voulu vous voir avant, mais je n'ai pas eu le courage. Je sais. J'ai remarqué qu'à l'église, vous étiez fort triste. Oui, j'ai changé, monsieur. Et j'avoue que j'ai assez de mal à m'adapter. Non, mademoiselle, vous n'avez pas du tout changé. Vous êtes partie en Afrique parce que vous vouliez fuir l'Angleterre. Que représentait l'Angleterre pour vous? Votre école était froide, une nourriture triste, un climat maussade. Oui, pour tout ça. Non. Vous êtes partie parce que vous vouliez échapper à Rowley Claude. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Vous avez parlé à David? Non, mais vous, en revanche, oui. C'est à vous qu'il a fait allusion au tribunal, non? Vous avez un flair diabolique, n'est-ce pas, monsieur? Mais c'est mon métier. On a parlé tous les deux. Pas plus de quelques minutes. Ici, dans ce jardin. Et je me suis dit, cet homme-là, c'est quelqu'un qui... J'ai besoin de lui. Même s'il me frappait, je pense que je lui baiserais les mains, que je l'aimerais. Et David Hunter s'est mis totalement à votre disposition. Vous savez pourquoi? Pour vous forcer la main. Si vous voulez qu'il échappe à la potence, il faut que vous ayez le courage de dire « Oui, c'était moi. J'étais bien avec lui à cette heure-là. Et Rowley Claude ne voudra plus de vous. » David essaie de m'éviter de faire un mariage qui n'a pas de sens. Peut-être oui, mais peut-être qu'il joue avec vous un petit jeu dangereux et cruel. Seulement, il a fait de vous son alibi et vous êtes obligé de tout avouer à présent.
Excusez-moi. Madame? Comment ça s'est passé à l'église? Nous n'y allons pas, bien sûr. Lionel est athée et je m'entretiens régulièrement avec Joseph d'Arimathie. Donc je n'ai aucun besoin d'y aller. Ah. Attendez. Asseyez-vous. Que je vous voie de plus près. Mais madame, je ne voudrais pas vous déranger. Oh, il s'assouplit constamment. Ah. Oh, je vois que vous avez énormément d'indigo non résolu dans votre aura. Oui, je sais que c'est un problème. Bien. Que puis-je faire pour vous? Vous voyez, il n'est jamais très loin. Non. Docteur, est-ce que vous pourriez me dire si l'expertise médicale effectuée dans cette affaire est entièrement satisfaisante? Cathy, sors, veux-tu? Ah, d'accord. Je dois toujours partir quand il veut parler d'atrocité. Je vais donc aller me refaire une beauté, comme on dit. Oui. Vos intestins ne vous font pas souffrir? Oh, grâce à Dieu, non. Constitution robuste et conscience tranquille. Je vais vous dire ce qui cloche d'un point de vue médical dans cette affaire. Ce n'est pas l'arme du crime qui a tué ce malheureux Arden. Recouverte de sang, bien sûr, et de cheveux, mais... Il y a quelque chose qui ne colle pas. Quelle intuition! Écoutez-moi, docteur. Oui? Où est-ce que vous étiez à l'heure du meurtre? Ici. J'ai fait une visite à Madame Ledbetter, c'est-à-dire que je l'ai entendue divaguer pendant 1 heure. Mais elle paie bien. Vérifiez si vous voulez, réveillez-la. Seulement gare aux oreilles. Je vous prie de m'excuser, docteur. Oh, une seconde, je les oublie. Madame Rosaline Claude. Et qu'est-ce qu'elle a? Je crois qu'elle n'est pas très bien. Ayez la bonté d'aller la voir et faites-moi parvenir vos honoraires. Très volontiers. Ce n'est pas l'arme du crime qui a tué ce malheureux Arden. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Vite, monsieur, pas si vite. Madame? Je sais parfaitement ce que vous êtes, monsieur. Eh bien. Vous n'êtes qu'un proxénète, voilà ce que vous êtes. J'ai vu une de vos poulettes déambuler. Elle a monté et descendu l'escalier la nuit où cet idiot a été tué. J'ai vu cette fille au visage maquillé. J'ai vu cette catin, les cheveux relevés sous un foulard orange. Je vois clair dans votre jeu, monsieur. Et cette femme avec un foulard, madame, vous l'avez vue monter ou descendre? Elle est descendue en courant, après avoir extrait les sucs vitaux du corps de votre pauvre client de la chambre 3. Et Nock Arden? Quoi? Avez-vous parlé de cette femme à la police? La police ou ça? Vous me les amenez immédiatement et je me charge de réveiller ces bons à Ce rien. que vous réveillez, madame Ledbetter, ce sont les petites cellules grises de mon cerveau. Et tout s'éclaire pour Poirot. Y a-t-il quelqu'un? C'est moi, Poirot. Pourtant, je t'ai souvent prévenu. Les choses, il n'y a pas de mec qui tienne. On ne fait pas ces choses-là. C'est absolument monstrueux. Et bien sûr, c'est moi qui dois tirer l'affaire. Mais pourquoi Merci. sommes-nous véritablement soupçonnés d'avoir frappé cet homme à mort? Je trouve ça un peu fort. En plus, si cet homme était Underhay, on se serait prosterné à ses pieds, j'imagine. Il aurait été un sauveur. Oui, c'est exact. Une position plus qu'enviable pour quelqu'un qui voudrait faire du chantage, non? Mesdames, il y a de fortes présomptions que l'assassin puisse être une femme. Vous n'êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit, et cela peut vous épargner des questions peut-être plus gênantes de la police. Bon, allons-y. Alors, j'étais avec Adela et on jouait
Au pendu. Et comme d'habitude. Eh bien voilà, vous voyez, ce n'était pas si difficile que ça. Voyons, très bien. Poirot va devoir filer. S'il vous plaît, dites à votre fille que je suis navré de l'avoir manqué. Un dernier renseignement avant de partir. Le dernier mot au jeu du pendu, qu'est-ce que c'était? C'était Herminette. Et c'est une sorte d'outil. Ah oui, oui, bien sûr. Un compromis entre le marteau et la hache. Bien, au revoir. Il vous faut autre chose, Major? Non. Non, merci, Gérald. C'est ce que j'avais demandé. Bien, monsieur. J'apporte une drôle de nouvelle. C'est un vrai coup dur pour les Cloud, qui doivent trouver quelqu'un d'autre pour identifier Anderhay pour le but. Si méticuleux dans la vie et si peu dans la mort, pourquoi ne m'a-t-il pas laissé de message? Oh, mais il y avait un message, hein? Il ne vous était pas adressé. Cher Gérald, le serveur du club, désolé de vous compliquer la vie. Trinquez donc avec moi, Chin-Chin. À côté du mot, il y avait un billet de 100 livres. Et même s'il voulait marquer le coup, ça faisait un sacré cocktail. Navré de vous avoir fait attendre, monsieur. Jérémy a dû s'absenter. Mais c'est vous que Poirot vient voir, Madame Claude. Il vous apporte une information qui pourrait vous désespérer. Ah bon? Si vous n'aviez déjà, comme je le crois, une pleine connaissance des faits. Votre frère, Madame... Charles? Oui. Est hélas décédé. Quelle triste nouvelle, en effet. Quand l'avez-vous découvert? J'ai découvert que c'était bien lui à l'instant en vous parlant. Mais cela fait plusieurs jours que vous le saviez, non? Jamais je ne pleurerai devant un étranger. Vous avez envie d'en dire davantage, alors poursuivez. Poirot voit tout, et c'est ainsi, madame. Il a cette aptitude, c'est dans sa nature. Il paraissait probable qu'un membre de la famille Claude fasse un jour apparaître cet Enoch Arden. Poirot avait pensé qu'on avait engagé un acteur pour jouer ce rôle-là. Pendant qu'il vous attendait, il y a un instant, il a regardé toutes les photos de votre famille. Et Poirot a remarqué un espace vide. Et il en a donc conclu qu'on avait enlevé une photo. Charles, nous n'avons jamais été proches. Mais assez proche pour lui demander de venir vite faire cette imposture, non? Une mascarade qui lui a coûté la vie. Pour l'argent, monsieur. Je lui ai fait miroiter qu'il aurait la moitié de ce dont j'allais hériter. Il n'allait pas rater cette aubaine. Il a toujours été extrêmement vénal. Mais plein d'audace. Il achetait une belle voiture sous réserve de l'essayer et sillonnait la ville pour acquérir des œuvres d'art et du vin. Personne ne refuse un chèque quand vous arrivez en limousine. C'était un maître en escroquerie rapide et cruelle. Quand Hunter m'a humiliée à cette soirée, je me suis dit, j'ai trop fait. Il faut qu'on fasse venir Charles. Je suis désolée qu'il soit décédé. Et pour le Major Porter, madame? Est-ce que vous ressentez aussi de la peine? Quoi? Le Major s'est suicidé ce matin. Oh. Il a laissé l'intégralité de son pot de vin à un serveur qu'il connaissait à peine. C'est l'acte d'un homme totalement désespéré par sa propre faiblesse et sa malhonnêteté. Quel pot de vin? Vous n'avez pas offert au Major Porter 100 livres pour qu'il reconnaisse le corps de votre frère comme étant celui de Robert Anderhay?
Qu'est-ce que vous racontez? Qu'avez-vous pensé, madame, quand le major l'a affirmé? Un mensonge grossier qui ne pouvait pas se résoudre à devoir répéter sous serment au tribunal. Pour être tout à fait honnête, monsieur, rien ne me surprend plus désormais. Le monde est fou maintenant. Je vous ai fait sursauter. Oui. Hein. C'est ma façon de tester votre cœur gratuitement. Rosaline, il n'y a pas de traitement de faveur. Ah. Et comment l'avez-vous trouvé? Je l'ai trouvé assez surmenée, pas dans son assiette. Ah. Mais rien de grave, il suffit qu'elle prenne un supplément de vitamines, c'est tout. Et ces vitamines, je les lui ai aussi fournies. En effet, ce qui cloche chez elle, c'est qu'elle souffre d'un traumatisme dû à cette explosion. Et puis le fait de vivre avec ce frère pervers n'arrange rien, bien sûr, mais là, ça n'entre pas dans mes attributions. Payable à 30 jours. Comment? Ah oui, la douloureuse. Le moment un peu cruel où l'on doit payer quelque chose que l'on n'a pas consommé. D'ailleurs, nous avons tous été parfaitement ignobles avec Rosaline. On minaudait devant elle dans l'espoir qu'elle aurait un jour cet argent, et puis on se moquait par derrière de sa façon de parler, de sa façon de s'habiller. Mais votre déposition, mademoiselle, a peut-être sauvé la vie de son frère, et c'est un comportement des plus nobles. Ça demande du courage. Et puis, monsieur Rollet, comment a-t-il réagi à cet aveu? Rollet ne sait rien. Pour l'instant. Je voulais d'abord le dire à David. Si je me trouve là, c'est parce qu'on vient de le relâcher. Que se passe-t-il? Non, 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 mademoiselle, non, non, s'il vous plaît. Laissez Poirot s'en occuper. Oh. Non, mais dites-moi, est-ce que c'est trop tard? Non, non, elle respire. Allez chercher les selles, appelez une ambulance. Remuez-vous, les selles, l'ambulance, vite! Aidez-moi à la mettre sur le lit. Oui, oui, tout de suite. Allez, videz ça et apportez-moi de l'eau froide et des serviettes. Dépêchez-vous. Ça va aller. Je suis désolée, mais dans la brousse, on est obligé de crier pour faire bouger les choses. Oh, vous êtes admirable. Vous permettez? Et madame, voulez-vous bien que Poirot... Je ne comprends pas que ça lui arrive aussi souvent. Mais c'est comme une crise de foie, c'est provoqué par une trop grande dose de morphine. Même pour une toxicomane comme Madame Claude, la dose était particulièrement forte et destinée à la tuer. Il y a là peut-être 15 ou 20 tubes, si je ne m'abuse. C'est une dose mortelle. Pourtant, elle est en vie. Pourquoi? Oh, voilà une scène bien touchante. David! Non, ne me parlez pas. Ne me regardez pas. Je ne vous avais rien demandé. Ça ne vous rapportera rien d'être allé à la police. Est-ce que je dois remercier Poirot d'avoir sauvé la vie de ma sœur? Dites-moi, est-ce que vous avez pris cette femme-là en flagrant délit d'empoisonnement? S'il y a un délit, monsieur, c'est vous qui le commettez. C'est vous l'empoisonneur, ici. Je calcule simplement les doses de morphine qu'elle doit prendre, et ceci depuis l'explosion. Où que nous allions, cette saloperie est en sûreté et mise sous clé. Non. Non, pas aujourd'hui, monsieur. Non. Votre sœur souhaitait mettre fin à ses jours, monsieur. Qui lui en a donné l'occasion? Dites à cette femme de s'éloigner de ma petite sœur. Je veux être seul avec Rosaline. Mademoiselle.
C'est de la profanation, Lynn. Tout ce que j'approche, je le salis. Je profane tout ce qui m'est cher. Une tentative de suicide, un suicide réussi et un meurtre tout à fait banal. Je n'y comprends absolument rien. Monsieur Poirot? Oui? Une lettre de Scotland Yard, monsieur. Merci. J'avoue que je redoute la réponse qui se trouve dans cette enveloppe. Si elle est négative, c'est que Poirot se trompe dans cette affaire depuis le premier jour. Mais si elle est positive... Ah, Poirot, quel imbécile tu fais. Tu as commandé les journaux de l'époque, tu les as bien lus. Tu mériterais une flagellation publique pour ne pas t'être posé la question avant. Donc la réponse est positive. Vous savez qui a commis le meurtre alors? Il n'y a pas eu de meurtre à Wormsley Hall. Et pourtant c'est un endroit qui abrite l'auteur d'un véritable massacre répugnant, abominable, dans lequel ont péri plusieurs victimes innocentes. C'est effarant. Mais maintenant ta carapace vient de tomber, mon ami. Et ta noirceur est révélée au grand jour. Au lait. Tu as pleuré? Et je vais probablement repleurer dans une minute. Est-ce que c'est le bon endroit pour parler? Ou faut-il qu'on aille à l'intérieur? Non, c'est bon ici. Dans le purin. Je suis désolée, mais je ne peux pas t'épouser. Tu le sais au fond de toi, non? Tu es soulagée à présent. Qu'est-ce que tu entends par là? Toi et moi, on espérait que l'un de nous finirait par le dire. Je t'ai posé une question! Ça veut dire, Rollet, que ce mariage était voué à l'échec, qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Ce serait vouloir notre malheur que de prétendre le contraire. Alors pour qui est-ce que je suis fait? Ça m'intéresserait de le savoir. Pour quelqu'un qui apprécierait à sa juste valeur tout ce que tu essaies de faire ici. Je parle de quelqu'un à qui cela suffirait. Oui, je vois. Alors tu estimes que je ne suis pas assez bien pour Lynn Markmont. Non, ne fais pas ça, Non, Rollet. ne me dis pas ce que je dois faire. Tu ne peux plus me donner d'ordre maintenant. Et est-ce que je peux savoir qui est assez bon pour elle? Quel est ce sacré vénard? David. J'aime David. Et il m'aime. Je n'imagine pas une minute qu'on sera particulièrement heureux, lui et moi, c'est vrai. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, ça m'est égal. L'amour, tu sais, c'est plus grand que le bonheur. Espèce de gars! Espèce de sale gars! L'amour est plus grand que le bonheur, hein, espèce de sans-cœur! Putain! Il ne t'aura pas, Lynn. Non, non, ce serait trop injuste. J'ai tué 2 personnes par amour pour toi. Et David, qu'est-ce qu'il a fait, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Voiture! Monsieur Claude!
Je vous prie de laisser cette dame. Immédiatement. Il est grand temps que Poirot se décide à parler. La mort de Rosaline Claude. Qui parmi vous n'a pas songé à cette mort un jour ou l'autre? Est-ce que ce n'était pas la solution à tous les problèmes financiers de la famille Claude? Elle n'est pas morte, Poirot. C'est juste, monsieur, elle est en vie. Mais si vos pensées avaient pu la tuer, elle serait déjà morte un millier de fois. Il y a tant de dissimulation et tant de fausseté chez vous tous. Vous, madame, vous qui maîtrisez si bien les voix d'outre-tombe, toutes ces voix qui parlent miraculeusement dans vos séances, la haine vous rend monstrueuse. Quel est votre nom? Allez, dites-le. Tu pourrais faire l'amour avec un cadavre. Maudite catin, sale petite crue. Mais votre sœur vous désapprouvait, elle a même tenté de vous faire cesser ces coups de fil. Mais cela vous était impossible. Et la nuit du meurtre, elle vous a surprise à nouveau. Sachant que vous seriez compromise, elle vous a proposé un alibi qui vous couvrait toutes les deux. L'alibi du jeu du pendu. Herminette. Astucieux. Sale petite Irlandaise. Catherine. Y a pas de mot assez grossier. Ce n'est qu'une vieille salope pleurnicharde. Fille de rien sorcière. Catherine. Arrête, ça suffit. Et bien sûr, ce docteur si dévoué qui s'est occupé la nuit du meurtre de Madame Leadbetter. Pendant combien de temps, Madame Leadbetter? Pendant 1 heure à peu près. 1 heure? 10 minutes tout au plus, oui. Mais il m'a facturé l'heure entière, cet escroc. Ce bon médecin, dont le système digestif est paralysé par la quantité colossale de morphine qu'il lui faut absorber tous les jours. Je comprends tout maintenant. Pas étonnant que cette famille ait besoin d'autant d'argent. Et puis Poirot vous a envoyé examiner Rosaline Claude. Et là, vous avez découvert ce que vous soupçonniez depuis le jour du procès, lorsque vous aviez vu chez elle vos propres symptômes d'intoxication. Vous en aviez la confirmation. Excellent. Excellent. Une droguée comme vous, avec un vrai trésor, des tubes de morphine. Oh non, je rêve. C'est curieux, hein, docteur, que votre égoïsme qui vous a poussé à lui voler ce produit ait sauvé la vie de votre patiente. Car lors de sa tentative de suicide, elle avait pris, je ne sais pas, 15, peut-être 20 de doses. Mais il y en avait très peu contenant de la morphine, parce que tous les autres tubes, vous les aviez vidés à la hâte et puis remplis à nouveau d'huile de ricin. Ce fameux complément de vitamines que vous comptiez bien faire payer à Poirot une somme exorbitante. Monsieur, excusez-moi, mais vous causez du tort à cette famille en disant des choses qui ne pourront jamais s'effacer. Arrêtez, je vous prie. Je ne nie pas avoir songé également à me débarrasser de cette veuve. Mais j'ai tué Arden. Ah bon? Enfin, Charles. Béatrice m'avait appelé et m'avait tout raconté avant que j'entre dans sa chambre. J'ai cru que j'étais en position de force. Mais ça m'a tellement révolté de voir cet homme hautain planté devant moi, puant la corruption, que tout d'un coup, j'ai vu rouge. Car non seulement vous aviez déjà rencontré cet homme, mais vous aviez vu sa photo chez votre tante. C'est vrai que depuis ma plus tendre enfance, personne de votre génération ne m'a jamais pris au sérieux, ne m'a jamais fait confiance. Et vous saviez que ces deux-là complotaient en secret pour que la famille récupère l'argent de Gordon. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Poursuivez, soudain, vous avez vu rouge et vous l'avez frappé. Oh oui, je l'ai frappé. Je lui ai envoyé un direct du droit. Et il est tombé. Il s'est fracassé le crâne sur le bord de la pierre de la cheminée. J'ai compris tout de suite qu'il était mort. Et vous avez saisi votre chance. Vous avez traîné le corps jusqu'au centre de la pièce et vous l'avez tué pour la 2e fois. Puis vous avez pris soin de nettoyer le sang de la pierre devant le feu, c'est bien ça. Mais vous n'avez nettoyé qu'un seul côté. Poirot voit tout. Ah, et puis, comme j'étais pratiquement certain que Béatrice raconterait sans se faire prier ce qu'elle avait entendu, cette affaire reviendrait aux oreilles de Hunter. Ça ne me dérangeait pas puisque je savais que Lynn venait de tomber amoureuse de lui. Je l'ai même su avant toi, Lynn. Et puis il y a eu cette jolie petite comédie de ce pauvre Major Porter. Comment savez-vous que c'est moi qui lui ai fait faire ça? Vous n'auriez pas de cigarette sur vous, monsieur Poirot. Je m'aperçois que mes munitions sont épuisées. Et si le Major Porter ne vous a pas quémandé une cigarette à vous, Rollet, c'est précisément parce qu'il savait que vous ne fumiez pas.
Oh, mais où va-t-on trouver un témoin aussi exceptionnel? Ce sont vos propres termes. Pourtant, quelques heures plus tôt, vous aviez glissé un billet de 100 livres dans la main de la personne que Poirot, justement, voulait vous présenter, ce que vous saviez parfaitement. Je t'avais dit que j'avais tué 2 personnes. Dans le cas de Porter, c'est comme si j'avais moi-même appuyé sur la détente. Oui. Je constate donc qu'il y a eu 2 morts, mais qu'aucun d'eux n'a été assassiné. Mais aujourd'hui, mes amis, Poirot va présenter un meurtrier qui a fait preuve d'une telle violence que ça le remplit d'horreur. Bon, mais vous oubliez cette catin au foulard orange. Très bien, Madame Ledbetter, vous posez là une question des plus Je pertinentes. ne vois pas quel rôle elle a joué là-dedans. Non, mais elle est parmi nous en ce moment, Madame. Ce tueur que je viens de vous décrire, ce tueur sans pitié, est parmi nous. Commissaire. Alors, juste pour la forme, Monsieur Hunter, voulez-vous mettre ce foulard, je vous prie? Vous allez devoir trouver une meilleure preuve que ça, Poirot. Très bien. Commissaire, est-ce que je me trompe ou vous avez encore dans la poche le tube de rouge à lèvres? Le voilà. Alors veuillez, je vous prie, de passer à Monsieur Hunter, juste pour la forme. Non. Ça manque de dignité. Mais cela aurait été aussi le cas juste avant de commettre un meurtre. Alors peut-être pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez jugé utile de le faire? Est-ce que cela vous dérangerait de tout expliquer vous-même? J'ai l'impression que vous aimez beaucoup le son de votre voix. Parfait. Donc, à 18h30, vous êtes revenu ici pour dire à ce monsieur Arden, « Oui, j'accepte de vous donner la somme que vous me demandez. » Mais vous l'avez trouvé mort. Et vous avez réalisé que vous couriez le risque d'être suspecté d'un crime que vous n'aviez pas commis. Personne ne devait vous voir là. Il fallait partir pour Londres. Donc, vous recherchez, ou plutôt, vous allez converser avec Mademoiselle Marchmont. Et dans sa déposition, nous découvrons que vous lui aviez dit que vous preniez le train de 19h pour Londres. Et aussi que vous lui aviez téléphoné de là-bas quelques minutes après 22h. C'est bien ça? Ce n'est pas possible, monsieur. Vous n'êtes pas allé à Londres. Vous êtes revenu ici camouflé dans des vêtements de femme pour vous constituer l'alibi parfait pour le crime que vous n'aviez pas commis. Vous avez laissé un indice à l'attention de la police, un rouge à lèvres. Vous avez tout fait pour faire croire que Enoch Arden était toujours vivant à 20h30. Je t'ai assez vu, ma poulette. Allez, sois gentille, va-t'en maintenant. Vous avez imité sa voix et vous vous êtes débrouillé pour que Madame Ledbetter voie cette visiteuse partir en courant de sa chambre. Dites-moi plus sur ce coup de fil de Londres. J'avoue que cette partie de l'histoire m'intrigue. À 22h04 très précise, Rosaline, comme elle en avait l'instruction, appelle donc Lynn Marchmont. J'ai un appel de Londres. C'est moi. Bon, tout cela prouve que je suis bien conscient de tous les hideux subterfuges que cette famille est prête à employer. Seulement, ça ne fait pas de moi un meurtrier. Ensuite, vous avez négligé de refermer à clé le meuble contenant la morphine. Oh, c'est vrai. C'était vraiment imprudent, mais pourquoi ai-je fait ça? Vous saviez que si vous lui en donniez l'occasion, elle mettrait fin à ses jours. Un dernier service que vous avez tranquillement savouré. Jamais. Non, jamais je ne pourrais faire de mal à ma sœur. Non, non. Mais la dame qui vous observe de son fauteuil, cette dame n'est pas votre sœur. Ça alors? Et non. Elle s'appelle Eileen Corrigan. Quoi? Une fille de la campagne toute simple, comme elle s'était définie elle-même quand je l'ai vue près de l'église. Et même si les journaux à l'époque ont parlé du drame de la fille du fermier, elle n'est pas décédée à Mayfair il y a 2 ans. Non. Mais la vraie Rosaline Claude, elle en revanche, oui. Pourquoi? Parce que vous, monsieur Hunter, l'avez tuée. Vous haïssiez Rosaline plus que n'importe quelle Claude, parce qu'en faisant ce mariage heureux avec Gordon Claude, elle vous avait exclu de sa vie. Votre petite sœur, qui était votre premier amour, s'était donnée à un autre homme. Et vous aviez déjà pris vos dispositions pour vous débarrasser d'elle. Car vous aviez littéralement envoûté
une femme de chambre qui ressemblait à votre sœur, une jeune Irlandaise au service de votre sœur. Son nom? Eileen Corrigan. Vous l'avez séduite. Et tout à fait délibérément, vous l'avez mise enceinte. Et vous avez fait disparaître le bébé. C'est faux! C'est faux? Près de l'église, Eileen Corrigan m'a confié qu'elle avait été exclue de la miséricorde de Dieu. Elle a perdu cet enfant! Non, monsieur! C'est faux! Elle a dû subir un avortement. D'ailleurs, cela avait toujours été votre intention. Vous désiriez détruire l'âme même de cette jeune femme toute simple, de religion catholique, afin qu'elle soit si terrifiée par le délabrement de sa vie qu'elle s'en remette totalement à vous. C'est ainsi que, maintenue dans cet état par la morphine et dominée par la terreur, Eileen Corrigan obéissait, elle faisait tout ce que vous lui disiez de faire. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que vous, monsieur, lui aviez promis le salut si elle vous obéissait, et les flammes de l'enfer si elle refusait. Et ce que vous vouliez obtenir d'elle ce jour-là, c'est qu'elle devienne totalement la veuve de Gordon Claude. Mais votre brave sœur se faisait du souci pour vous. Elle savait que son mariage vous avait contrarié, alors elle voulait profiter de cette réception pour se réconcilier avec vous. Elle voulait vous demander pardon et vous faire partager son bonheur. Quelle horreur, David. C'est effrayant ce qui se passe ici. Mais s'il n'était pas question de pardon, vous l'avez puni en vous appropriant sa fortune et vous avez infligé une des morts les plus violentes qui soient à votre seule et unique sœur. Coupe-moi. Coupe-moi la joue. Coupe-moi la joue. C'est ce que vous m'avez dit, monsieur Hunter. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai éprouvé du plaisir à le faire. Puis votre sœur est retournée auprès de son mari. De la dynamite. Il n'y a pas eu d'accident de gaz à Mount Street. Non. Une lettre reçue aujourd'hui de Scotland Yard contenant l'expertise médico-légale vient de confirmer mes soupçons. C'est un acte prémédité que l'explosion de cette bombe, monsieur. Un dispositif conçu et déclenché par vous, David Hunter, ingénieur et constructeur de routes. Quelle dose de perversion, de cynisme et de noirceur un homme doit-il posséder pour concevoir de tuer un si grand nombre d'innocentes victimes afin de camoufler un seul et unique meurtre? Si Dieu doit refuser sa miséricorde à quelqu'un sur cette terre, monsieur, ce sera probablement à vous. Cependant, il y a une chose que vous ignorez. À votre avis, combien y a-t-il de bâtons d'explosifs dispersés dans cette salle d'auberge prêts à exploser? Je n'en sais trop rien moi-même. J'ai fait ça un peu rapidement. Mais suffisamment pour envoyer cette misérable auberge à 1 kilomètre dans les airs. Non, vous ne le ferez pas. Vous ne ferez pas ça. Vous ne ferez pas ça. Par amour pour moi. Je sais que vous êtes amoureux de moi, David. Et que cette fois-ci, vous protégerez l'être que vous aimez. Et que vous ne le détruirez pas. Finalement, je ne vais pas le faire.
puis de toute manière, il n'y a pas de dynamite. Je vous ai tous bien eus. Ton bébé est parti dans l'égout, parti dans le trou de la baignoire. Ta pauvre petite chose était maigre comme un clou. Et il est parti dans l'égout. David Hunter a été pendu, 13 morts. Mademoiselle Lynn Marchmont, monsieur. Bien, faites-la rentrer. Vous me faites une bien belle surprise, mademoiselle. Alors, ceci est pour moi. Cela m'a valu beaucoup d'inimitié dans le métro. Ouvrez-la. Ça s'est passé hier à 6 heures. Je suppose que vous l'avez lu dans le journal. En effet, oui. Les membres de ma famille devenus riches qui osent encore me parler me disent que j'ai beaucoup de chance. Mais que leur dites-vous, mademoiselle, à ces gens? Je leur dis au revoir, c'est à peu près tout. Donc vous retournez en Afrique? Oui, pour toujours. Mais vous reviendrez voir Poirot, non? Un jour ou l'autre? Ça, je ne sais pas. Ça se pourrait, oui. Je ne vous promets rien. Allons, ouvrez-la, voulez-vous? Avant que je fonde en larmes. Et je ne veux pas fondre en larmes. C'est un Arabe qui me l'a vendu. Apparemment, il a pour mission de surveiller votre maison afin que seules de bonnes choses y pénètrent. Envoyez-moi une lettre, monsieur. J'adore vos lettres.